Bonsoir, alors donc c'est notre quatrième séance qui porte ce soir plus particulièrement sur la question du travail, comme le dit notre titre, et j'interviens, comme le disait à l'instant Charlotte Chastel, avec Thierry Pillon, qui co-anime avec moi et avec Raphaël Mandressi le séminaire que nous tenons le jeudi à l'École des Hautes Études, que nous tenons le jeudi à la même heure, certains d'entre vous le savent, et du coup, les étudiants, nos étudiants sont ici, je suis heureux de les accueillir et je remercie le Louvre aussi de les accueillir. Alors, un mot sur la façon dont nous allons installer un petit peu cette réflexion. Je vous rappelle que lors de la première séance, nous avons insisté sur l'importance que le corps pouvait revêtir au moment de la Renaissance, et en particulier ce que j'ai appelé l'invention, après ce livre magnifique de Nadège Lennery d'Agen, après ce livre magnifique sur l'invention du corps, ce que j'ai appelé l'invention du mouvement au XVIe siècle. Je n'y reviens pas, mais en tout cas, c'est l'époque où, effectivement, il y a une prise en compte tout à fait remarquable à mes yeux dans la peinture du mouvement. Deuxième séance, nous nous sommes interrogés sur les questions, au fond, des savoirs auxquels les peintres pouvaient recourir pour mettre en scène le mouvement. Et ces savoirs, on a essayé de les installer dans le temps, on a essayé de montrer qu'ils étaient divers, anatomie, mécanique, etc. Et la troisième séance, la semaine dernière, portait sur le sens que ce mouvement peut avoir, en particulier le sens culturel, bien entendu, ou le sens social, les différences sociales que le mouvement pouvait mettre en scène, voire dans certains cas, les références économiques. Je vous dis tout ça parce qu'en fait, la façon dont nous allons nous intéresser au travail ce soir reprend, dans une certaine manière, dans une certaine mesure, reprend les références dont nous avons parlé lors des 3 premières séances, et du coup, la réflexion sur le travail se veut, dans une certaine mesure, l'application ou l'exemple de ce que nous avons conduit lors des 3 premières séances. Alors nous allons développer cette réflexion en 6 points. La première, c'est de m'intéresser, c'est moi qui vais introduire, de m'intéresser à la tradition dans la représentation du travail au niveau de la peinture, de la tradition jusqu'à un nouveau type de préoccupation qui est les grands travaux. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à ce que la plupart d'entre vous connaissez, à savoir le réalisme en peinture au XIXe, et qui du coup met en scène le travail d'une façon extrêmement directe et objective. Ensuite, les problèmes de l'esthétisation de cette mise en scène du travail avec l'impressionnisme, etc. Et puis la glorification quand même que l'industrie a été un des éléments comme ferment pour valoriser et promouvoir le travail, le projet ethnographique, alors du coup l'intérêt que la photo peut représenter pour préciser les diverses positions, les diverses situations de travail, et enfin les inventions picturales que le travail a générées dans une certaine mesure. Mais on peut dire l'inverse, on peut dire que ce sont les inventions picturales qui ont représenté autrement le travail, en particulier au XXe siècle. Alors si j'en viens à la tradition, je n'en dirai pas beaucoup parce que je crois que les choses ont été précisées de manière relativement arrêtée lors de la première réflexion. Je vous donne un seul exemple. Qu'est-ce qu'invente le XVIe siècle ? Il invente la façon de représenter le travail en essayant de s'attacher à la diversification des gestes, et en s'attachant à la diversification des gestes, en choisissant par exemple des angles différents, des types de situations différentes. Et je trouve que la Fenaison de Bruegel, qui est un tableau qui se trouve à Vienne et qui a été peint en 1565, dont on est au cœur du XVIe siècle, est parfaitement exemplaire pour la raison suivante. Voilà, c'est ce petit détail ici du tableau qui me paraît très parlant, parce que vous avez, alors il faut que j'arrive à trouver mon verre qui est là, vous avez la même position, vue de dos, vue de face, vue de côté, vous voyez, là, ici c'est la même position. Donc il y a une curiosité, voilà, c'est cela que je voudrais dire. Il y a une curiosité totalement nouvelle et très originale sur la façon de représenter le travail au XVIe siècle. Et je passe, bien sûr. Ensuite, il y a eu cette préoccupation qui est purement descriptive, ou purement centrée sur le problème du recensement. Cette préoccupation, c'est qu'en est-il des divers types de travaux ? Comment peut-on en donner les signes ? Et il y a
une sorte de thématique qui a existé dans la tradition, qui porte sur ce qu'on appelle les cris, en particulier les cris de Paris ou les cris du travail, parce que les diverses corps de métier se déplacent dans la ville en annonçant les services que ces corps peuvent rendre, et ça donne ce type de gravure, qui est une gravure de Chiquet, qui est publiée à l'extrême fin du XVIIe. Je ne la détaille pas. Simplement, ce que je veux retenir, c'est le fait qu'ici, le travail se présente plutôt sous la forme de signes. Vous voyez, voilà comment se diversifient les diverses activités laborieuses dans une ville, et on peut retrouver tout un ensemble de pratiques différentes qui sont uniquement représentées, non pas dans la gestuelle, mais représentées dans les signes dont ils sont porteurs. Du coup, ça ne nous intéresse pas directement par rapport aux préoccupations que nous avons. Ici, c'est un peu plus précis. Fin du XVIIIe, on voit par exemple là l'homme de la machine de la machine d'illusion, la machine d'optique. On voit ici une sorte je ne vois pas très bien, de violonneux. Vous voyez ici un porteur avec quand même un amorce d'intérêt pour la gestuelle, mais c'est pas dans ce type de gravure que l'on trouve vraiment la préoccupation, appelons-la mécanique. Ce n'est pas encore dans celle-ci, qui est une gravure de Guénard, comme le dit très bien la petite légende qui se trouve en bas, de Guérard, Nicolas. C'est une gravure de la fin du XVIIIe. Un tout petit peu plus d'attention à la dynamique, mais une fois encore, ce n'est pas le centre de la préoccupation. Dans la tradition des cris, ce n'est pas là que vous allez trouver les exemples les plus parlants de la représentation du travail. Et puis, ce que je voudrais quand même souligner, c'est le fait qu'on ne peut pas ignorer la prise en compte du temps et de la durée. Et la mise en scène du travail, c'est aussi une mise en scène qui porte sur la transformation de ce travail et en même temps la nouvelle culture que ce travail peut représenter, le nouvel imaginaire que ce travail peut représenter. Et je trouve que l'émergence des grands travaux, l'émergence des grandes entreprises et en même temps l'image que ces entreprises peuvent donner est tout à fait nouvelle à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe. Et alors, ça ne veut pas dire que les grandes entreprises n'étaient pas représentées. Je pense par exemple à cette peinture de Da Ponte, qui est une peinture de la deuxième, Jacopo da Ponte, qui est une peinture de la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, si vous la regardez, vous allez dire, mais on est vraiment au cœur des grands travaux, puisqu'il s'agit ici de représenter la construction de l'Arche de Noé. Mais ce n'est pas véritablement les grands travaux tels que l'entendront les acteurs de la fin du XVIIe et du XVIIIe. Ici, on construit une immense bâtisse. Mais quels sont les grands travaux que envisagent les acteurs de la fin du XVIIe et du XVIIIe? C'est la transformation de l'espace. Vous voyez, c'est vraiment voir autrement l'espace, réorienter, réorganiser. Et ça, c'est une immense entreprise qui n'est pas véritablement traduite dans ce type de tableau, même si ce type de tableau essaie de mettre en conjonction à la fois des gestes différents et en même temps des objets qui sont relativement massifs. C'est très différent, par exemple, de ce que l'on voit ici, gravure de l'extrême fin du XVIIe, qui représente la construction de la colonnade du Louvre, qui est tout à fait près de nous, mais qui n'est pas encore véritablement ce que je voudrais montrer. Ce que je veux montrer, c'est vraiment l'orientation qui consiste à transformer l'espace, c'est-à-dire à voir autrement l'espace, donner des directions nouvelles, creuser des directions nouvelles dans cet espace, orienter l'espace autrement, créer de la dynamique. Voilà les grands travaux. Ça, c'est la deuxième moitié du XVIIIe. C'est la peinture de Joseph Vernet qui représente la construction d'une route. Et c'est tout à fait intéressant de voir que Joseph Vernet, d'une part, essaie de montrer le tracé. Et les routes s'élargissent dans la deuxième moitié du XVIIIe. Et vous commencez à voir, et c'est là qu'il faut à la fois mettre en conjonction la peinture et le commentaire, vous commencez à avoir des commentaires tout à fait nouveaux de gens qui, dans les berlines, disent « je me suis senti transporté par la vitesse, j'ai mis la tête à la fenêtre et j'ai senti le vent contre moi », et là on change de monde, vous voyez. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre en conjonction la peinture avec d'autres repères pour montrer que l'objet, c'est aussi le changement de sensibilité, c'est aussi le changement de repérage et d'orientation. Alors cette peinture est magnifique parce que vous avez ici des travaux différents, celui qui essaie de masser avec une sorte de marteau, de tasser la terre, celui qui creuse, vous avez ici celui qui est en quelque sorte le chef de travaux, là vous avez l'ingénieur, vous avez le fait de refaire le pont et surtout vous avez le tracé, nouveau tracé de la route. Ça c'est vraiment
le fait que le travail est une immense entreprise de transformation de l'espace, que la peinture met en scène très bien, avec un petit détail ici, j'insiste pas. Je ne veux pas être long. Joseph Vernet, un autre aussi peintre très important de la fin du XVIIIe, c'est Hubert Robert, qui représente ici le décintrement d'un pont. C'est-à-dire, c'est le pont de Neuilly, on enlève l'armature, vous voyez. Et ce qui est tout à fait à retenir sont deux choses. Alors, la première, bien sûr, c'est grands travaux. Mais la deuxième, c'est que, du coup, dans ces grands travaux, on voit moins les ouvriers qui se fondent dans l'entreprise collective et ça devient un spectacle. C'est regardé par des gens, ici en bordure, le travail comme entreprise colossale, entraînant finalement quelque chose qui est de l'ordre de la spectacularisation. Même problème avec le découronnement des ponts à Paris, fin 18e, alors pour des raisons qui sont tout à fait passionnantes, mais dans lesquelles je ne peux pas entrer, créer des courants d'air dans Paris, faire venir non seulement de l'eau, mais de l'air dans les rues, et donc enlever ces obstacles ici qui sont censés retenir en quelque sorte l'aération de la Seine, mais on représente... Alors d'abord, les travaux ici ne se voient plus. En revanche, il y a une curiosité pour les petits travaux en bordure de Seine, vous voyez. C'est un tableau qui a une volonté, je ne veux pas utiliser des mots trop importants, mais qui a une volonté quasi cosmique. Idem ici dans la gravure de Cochin, qui est une œuvre à la fin du XVIIIe, qui semble totalement banale. Totalement banale. En fait, elle ne l'est pas du tout, parce que c'est ce type de mise en scène qui est très important. Les haleurs qui tirent de grands bateaux, la vision assez massive de l'espace, le pont ici, et surtout ce travail. Vous voyez, il y a un intérêt en quelque sorte pour, là encore, un intérêt pour la façon dont l'espace est nouvellement géré, ou en tout cas dont cette nouvelle gestion peut être valorisée. Changement d'imaginaire, changement de repère, début du 19e. Je ne veux pas être long sur cette question, mais à mes yeux, elle est extrêmement importante. Qu'est-ce que c'est que ce changement de repère? C'est le fait que la société du 19e siècle, en France, mais pas seulement, en Angleterre par exemple, c'est une société qui se démocratise. C'est une société où les individus commencent à entrer dans une perspective de relative égalité. Et dès lors, les activités des uns et des autres deviennent intéressantes à divers titres, à la fois parce qu'il faut les connaître, et en même temps parce qu'il faut les reconnaître. Je dirais le public a le sentiment que les processus de reconnaissance sont beaucoup moins précis qu'ils ne l'étaient auparavant. Les ordres qui étaient centraux au moment du XVIIIe siècle disparaissent. On reconnaît plus, a priori, on ne reconnaît plus forcément un noble. C'est excessif de dire ça, mais c'est quand même en partie vrai. Et c'est toute l'entreprise, à la fois des littéraires et des peintres, et en particulier aussi des caricaturistes et des illustrateurs, c'est toute l'entreprise qui consiste à dire « recensons la société dans laquelle nous sommes et qui s'est complètement transformée ». Et du coup, ça veut dire recensons aussi les situations de travail. Et d'où l'entreprise colossale d'un certain nombre d'ouvrages, d'un certain nombre d'illustrateurs. Je pense en particulier à cet ouvrage que personnellement, pour lequel j'ai quasiment de l'admiration, qui s'appelle « Les Français peints par eux-mêmes », qui est un livre qui comporte 10 volumes, qui est relativement peu connu, même s'il est à nouveau réédité aujourd'hui dans une édition colossale folio, qui est relativement peu connu et qui tente, au fond, de dresser le tableau de la société du début du XIXe siècle. Ça veut dire que je veux aussi dresser les travailleurs. Et vous allez voir que les travailleurs, il y a encore les enfants peints par eux-mêmes, les Français peints par eux-mêmes, les Anglais peints par eux-mêmes, tout un ensemble de textes romantiques des années 40, extraordinairement illustrés, mais illustrés d'une façon assez particulière, assez statique. Voilà les enfants peints par eux-mêmes. Là aussi, on reprend des signes, vous voyez. C'est des signes. C'est pas vraiment le travail au sens de sa lourdeur et de son exigence, de sa contrainte qui est mise en scène. C'est plutôt on recense un tableau. Mais en revanche, l'intérêt pour le tableau, ça c'est tiré. Ici, c'est les enfants peints par eux-mêmes. Ça, c'est les Français peints par eux-mêmes. Et là, c'est le travailleur du fer, qui est quand même un tout petit peu représenté dans son activité. Ici, c'est le mineur qui n'est représenté que dans ses signes. Ici, c'est l'ouvrier parisien qui est représenté un petit peu dans son activité, appelons-la de détente, mais avec un intérêt pour la manière dont il est habillé, la tenue de la femme, à la fois quelque chose qui est un tout petit peu du mépris, entre guillemets, du mépris, parce que c'est pas complètement comme ça non plus de la part de l'illustrateur. Bref, le tableau n'est pas encore, même s'il est très important dans l'intention, dans l'idéologie du début du XIXe siècle, le tableau n'est pas encore vraiment la mise en scène du travail, telle que les peintres
pourront la penser au XIXe siècle. Et ça commence effectivement avec le projet réaliste. Le projet réaliste dont Zola, d'ailleurs, est un des acteurs. C'est-à-dire, au fond, ne regardons pas simplement notre société comme signe, regardons-la aussi comme lieu où se font un certain nombre de choses. Et l'exploration de Zola, c'est évidemment une exploration extraordinaire qui est différente de celle de Balzac dans la mesure où on prend en compte les activités. Balzac, c'est, au fond, dresser un tableau qui est extraordinaire aussi. Mais là, Zola, on prend en compte les activités, on les différencie, on rentre dans les détails, on rentre dans les gestes, on fait des enquêtes. Zola se livre à des enquêtes extraordinaires avant d'écrire Le ventre de Paris. Il détaille les gestes des uns et des autres, et les peintres se posent des questions qui ressemblent à celles-là, et en particulier, vous allez deviner, c'est évidemment Courbet. Courbet est un de ceux qui se livrent à l'enquête réaliste la plus intéressante, ici avec la cribleuse de blé, vous voyez, qui essaie de vérifier les tenues des grains avec un geste qui est quand même relativement élégant. Donc il n'y a pas ici une sorte de distance, de hauteur de la part de Courbet à l'égard de ses acteurs. Bien au contraire, il y a une sorte d'empathie à l'égard de ses acteurs. Ici, celle qui vérifie tout en se reposant. Là, il y a une image d'un être dont il est difficile de dire exactement qui il est, mais c'est bien quelque chose qui est de l'ordre d'une réalité telle qu'elle existe dans le détail de ses gestes. On voit ici encore Le casseur de pierre de Courbet. Ce sont des peintures des années 49-50. Vous avez, de la même manière, on l'oublie, des peintures de Daumier. En général, on pense aux gravures de Daumier. Mais ici, c'est une peinture de Daumier qui représente le boucher avec quelque chose qui est assez sombre, quoi. Voilà le type d'activité auquel il se livre, les gestes, la façon dont il tient la viande. Vous voyez, quelque chose qui est à la, comment je dis, qui tente de rentrer dans l'objectivité, au fond, dans l'objectivité du dur, du sombre, du douloureux, et peut-être déjà de quelque chose qui est aussi de l'ordre de la contrainte, voire de la domination. Ce n'est pas seulement en Europe que vous avez ce type de préoccupation, vous l'avez également aux États-Unis. Le bûcheron en hiver. Regardez les détails, vous voyez sur les raquettes, un geste extrêmement bien étudié de la part, on renvoie là aux séances que nous avons déjà traversées, un geste relativement bien étudié, un détail du vêtement, de la tenue, et, sous-entendu, l'implicite de quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance. Ici, le cribleur. Alors, Millet s'est extraordinairement lancé dans ce type d'expérience. Le cribleur de Millet, les glaneuses avec des gestes différents, celle qui ramasse, celle qui retient, celle qui arrache, celle qui retient, celle qui lie. Vous voyez, ce sont des peintures du milieu du XIXe siècle, mais inévitablement, l'insistance à partir de ce réalisme sur un travail qui est un travail douloureux, qui est un travail dominé. Et c'est très important, à mon avis, au XIXe, de prendre en compte ce type de préoccupation de la part des illustrateurs et des peintres, avec des positions très précises, qui se retrouvent d'une situation à l'autre. Je pense à cette gravure que personnellement j'aime beaucoup, qui est tirée des Métamorphoses du jour de Granville, 1829, mais avec plusieurs éditions, en 40, en 56. Ça, c'est l'édition illustrée, c'est pas 29, c'est l'édition de 60. Mais l'importance, c'est la distance sociale. Quand je disais que la peinture, c'est aussi la mise en scène de quelque chose qui est de l'ordre de la différence, et en particulier la différence sociale, on le voit ici. On le voit ici, extrême fin du 19e, Stan Lane, l'assiette au beurre. On le voit dans les gravures de Daumier, bien entendu. Ça, c'est le ravageur, celui qui ramasse comme ça, sous la pluie, et qui se trouve dans une position de dépendance par rapport à cette femme qui passe et qu'il ne peut même pas regarder. Vous avez également ici autre chose très important, la mise en scène par Daumier de la façon dont les ouvriers essaient au fond de réagir à leur situation de dominée. Et on voit comment, là, il y a une moquerie de la part des ouvriers à l'égard des braves bourgeois qui peuvent passer. Donc le métier, le travail, comme situation, au fond, de conflit, si vous voulez, comme situation d'affrontement. Voilà ce que les peintres peuvent aussi montrer. Et il n'y a pas que les peintres. Les littéraires, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de situation d'affrontement chez Balzac, il y a plutôt des inégalités et une dispersion finalement des statuts, et il y a vraiment de l'affrontement chez Zola dans les années 70-80. Et Millet représente ce genre de choses, donc moi je dirais situation de contraintes, de souffrance, le retour ici, les femmes porteuses de situation des femmes aussi, les femmes porteuses
des bois, le Degas que l'on connaît bien, les repasseuses, et qui est censé représenter la situation de l'Assommoir, Gervaise dans sa boutique où elle arrive à résister quelques années en tant que repasseuse avant d'être complètement dépassée par les événements, Stenlane, fin du 19e, le retour du travail. Donc voilà, la mise en scène du travail, c'est aussi la mise en scène d'une domination. J'en viens au passage du réalisme à ce que j'appellerais l'esthétisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la présentation de la domination, il y a aussi un immense travail fait par les peintres pour essayer, à la fin du XIXe siècle, de traduire quelque chose qui est de l'ordre du milieu, de traduire quelque chose qui est de l'ordre, au fond, de l'ambiance, si vous voulez. Et je trouve que les impressionnistes sont les inventeurs de cela. Les impressionnistes sont les inventeurs d'un nouveau travail sur l'œil qui consiste à essayer de restituer, par une technique très précise que vous connaissez bien, restituer une ambiance, restituer un milieu. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est le passage des vieilles représentations du rural auxquelles les impressionnistes demeurent attachés. Ce n'est pas une peinture de Monet, c'est une peinture qui est peu connue, de Fréchon, Charles Fréchon. Ça s'appelle Fenaison également. C'est une peinture des années 80, 1800. Hein. Et donc, apparemment, vous avez la situation traditionnelle, la fenaison. On pourrait penser, dans une certaine mesure, à Peter Bruegel. Mais vous avez ici quelque chose qui est complètement nouveau et qui commence à être l'espace industriel. Et c'est ça qui va être à la bascule, en quelque sorte, de la représentation du travail et de la représentation du travail comme ambiance. Donc, domination, certes, mais milieu, ambiance, et ambiance complètement nouvelle, dont l'industrie est le premier témoin. Ça, c'est une toile de Camille Pissarro, 1883, la place Lafayette à Rouen. Il y a un superbe livre sur les impressionnistes et Rouen. Et cette figure en fait partie. Donc, ce qui est à retenir, eh bien, évidemment, c'est qu'on est face à un milieu qui a complètement changé, dans la mesure où il est industrialisé, avec des fumées, avec des machines, avec des cheminées, etc. Et on est en même temps face à une situation que le peintre tente de restituer sur le mode de l'ambiance. C'est un nouveau milieu, si vous voulez. Et je trouve que, de ce point de vue, les impressionnistes ont superbement bien fonctionné, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Les graveurs, par exemple, et je pense en particulier aux graveurs français comme aux graveurs américains, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les Américains en particulier, ont souligné très fortement un nouveau type de milieu. Et on le voit ici à travers la locomotive affrontée à la neige. Vous voyez, c'est à la fois, comment je pourrais vous dire, de la nature, mais c'est le monstre qui commence à traverser de la nature avec sa fumée, superbement traduit ici. Et donc, c'est bien un nouvel univers qui est mise en scène, avec toutes les conséquences que cela pourra représenter, et dont parlera mieux que moi, dans un instant, Thierry. Donc c'est une gravure de Curier, Locomotive sous la neige, de 1871. Mais je disais les impressionnistes. Souvent les impressionnistes, on a tendance à penser que, au fond, c'est de la nature qu'ils représentent. C'est les fleuves, les rivières, les arbres, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les impressionnistes ont superbement représenté le nouveau milieu que représente la gare, la ville, l'industrie, la machine. Cette peinture qui est très connue, qui se trouve à Orsay, de Monet sur la gare Saint-Lazare, et celle-ci qui est moins connue, de Monet toujours, qui représente des charbonniers qui remontent à partir du bateau. C'est un nouvel univers. Et c'est ça, finalement, auquel les peintres sont confrontés, avec un nouveau type de regard qui consiste à faire émerger quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiance et de la sensibilité que cette ambiance affronte, si vous voulez. Alors voilà, dernier tableau que je voulais représenter, c'est celui de Pissarro, Rouen toujours, mais c'est ça que je trouve très important. Donc nous sommes face à une nouvelle ambiance, un nouveau milieu, de nouvelles préoccupations, une nouvelle tentative d'utiliser l'œil pour qu'il puisse pénétrer sensuellement dans ce type de milieu. Et je passe, pour continuer, la parole à Thierry Pillon. Donc, on va rentrer dans le 19e siècle, et la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, pleinement dans la description du travail industriel. Et dans
tendance générale qui est celle d'une glorification de l'industrie, dans un premier temps. On va la détailler. C'est vrai que le travail industriel au XIXe siècle est devenu un thème majeur de la peinture. L'esprit général de ces tableaux, c'est celle d'une glorification, on vient de le dire, et c'est la peinture à partir de la fin du la photographie, pardon, à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dialoguera avec la peinture pour décrire et très précisément ce nouveau milieu, les gestes, et toujours dans l'esprit d'une glorification dont on peut voir sur ce premier tableau une représentation tout à fait caractéristique. C'est un tableau de Bonomé. Bonomé est un peintre de l'industrie. Vraiment, il a consacré l'essentiel de son travail à l'industrie. Ce sont ici les Forges du Creusot, 1864. Et on voit dans ce tableau une caractéristique commune à de nombreux tableaux de l'industrie, à de nombreux peintres de l'industrie. D'abord, un contraste très fort entre le feu et des zones plus sombres, une mise en évidence très nette, on le voit, de l'architecture du bâtiment. Donc on est aussi là dans la glorification de la puissance. Et paradoxalement, peu de détails sur les gestes qui sont décrits ici, surtout à partir du groupe. C'est l'ensemble, c'est ce qu'on peut appeler une unité d'action, un mouvement d'ensemble qui est mis en évidence. Avec des scènes aussi de côté. Alors, je vais prendre aussi le petit truc. Avec des scènes aussi de côté, voilà. Des pièces déjà travaillées qui sont ici, qui sont mises en évidence. Là, encore une fois, pour montrer tout le travail produit, mais pas de détails très précis. Autre tableau de Bonomé, là, c'est un tableau de 1864, toujours... Alors, Bonomé, beaucoup de ces tableaux sont au Creusot, dans l'écomusée du Creusot, et c'est des tableaux de très grande dimension, donc ils sont très impressionnants quand on est devant, et ils ont un souci documentaire et de glorification. Bonomé a un point de vue très saint-simonien, positiviste, si on peut dire. Alors là aussi, on a aussi toujours ces zones éclairées au centre avec le fer comme en quelque sorte personnage principal. Des gestes, là, c'est pareil, un ensemble de gestes qu'on détaille assez peu. Et puis des zones, encore une fois, des zones secondaires du tableau. Et un point qu'on retrouve très souvent, qui est caractéristique, qui est, mais c'est la volonté de Bonomé de montrer le travail tel qu'il se faisait, une division du travail. On a ici des mouvements qu'on perçoit pas toujours très bien, mais on a des mouvements. Et on a, dans une seconde zone, des gens immobiles, statiques. Et en fait, on a même celui-ci et cela. Et il s'agit en général des ingénieurs de la marine, parce que là, dans ces toiles-là, souvent, dans les toiles de Bonomé, il s'agit de montrer des coulées de bras d'hélice, par exemple, qui sont commandés par la marine. Et par conséquent, il y a des ingénieurs de la marine qui sont là pour vérifier le travail. Donc on a, dans cette opposition entre le mouvement au cœur de la lumière et dans l'ombre derrière des hommes statiques, on a la mise en scène de la division du travail qu'on retrouve un peu partout. Autre aspect de cette description du travail industriel et de cette glorification, ce qu'on pourrait appeler l'édification du geste, la mise en scène du geste ouvrier. Là, on est moins centré sur le groupe que sur quelques individus. Il s'agit là d'un tableau de Jean-André Rixen de 1887, et qui donne vraiment au travail une dimension mythologique, en les mettant nus, par exemple. On peut presque penser que c'est une citation du tableau de Velázquez, La Forge de Vulcain, qui est un tableau de 1630, qui est au musée du Prado. C'est presque une citation parce qu'ils sont aussi torse nu, etc. Vous imaginez bien que la plupart du temps, quand les ouvriers qui travaillaient dans la sidérurgie comme ça n'étaient pas torse nu. Donc là, il y a aussi une volonté de souligner l'effort à travers le muscle, si j'ose dire. Une dimension à la fois réaliste et symboliste. Enfin, symboliste pas au sens de l'histoire de la peinture, mais une symbolisation du travail ouvrier.
Autre exemple, encore un tableau très important, qui est un tableau aussi très volumineux, c'est un tableau de von Menzel de 1875. Alors c'est un tableau très intéressant sur lequel on peut s'arrêter un instant. On a toujours le centre ici, de lumière, avec des zones d'ombre ici. Et on voit le travail collectif, et c'est un travail là qui est décrit avec beaucoup de précision. On voit le détail des muscles, voilà. Donc en fait, il lamine une barre, hein, elle passe d'un côté, elle est récupérée de l'autre, elle repasse pour s'aplatir lentement. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on y décrit toutes les phases du travail. Le travail de production, stricto sensu, le travail là, le moment, pardon, de ces hommes qui se lavent. Voilà, on a un travail de manœuvre ici, donc on a la division du travail. On a ici, et je vais zoomer là-dessus, j'espère que ce sera assez clair, on a ici un moment de pause où on mange, et on a une femme. Et c'est la seule, c'est pas tout à fait la seule femme, si je reviens en arrière, on en a une autre ici de femme. Je ne sais plus où elle est, mais elle est par là. Voilà, on a un homme qui boit ici, et c'est le seul personnage qui regarde le spectateur, là, qui nous regarde, en fait. Hein. Donc les femmes, là, on voit quel rôle on leur a donné, c'est celui d'apporter à manger aux ouvriers. Donc on a un temps de production, un temps de repos, voilà. Et puis, si on regarde bien, on a ces grandes roues ici qui symbolisent la puissance industrielle, et on a, si on regarde bien, cet homme-là, qui est statique, qui est le seul, qui a un chapeau, qui a les bras dans le dos, et qui est probablement, comme dans le le tableau de Bonomé avant, l'ingénieur qui surveille la production. Et donc, dans ce tableau de Menzel, on a vraiment une condensation à la fois de cette glorification de l'industrie, mais qui a un souci très descriptif, très réaliste, de montrer les différentes phases du travail, les différents gestes, etc. Autre dimension, c'est le dialogue entre la peinture et la photographie. Ici, on a une scène voilà, qui est un peu identique à celle qu'on a vue, toujours un travail collectif, toujours des différents moments, voilà, des hommes statiques ici, on voit bien encore une fois probablement le chef d'équipe, et là on voit bien que ce sont des militaires. Donc là, il forge, je ne sais plus s'il forge un canon ou un bras d'hélice. C'est un tableau de Joseph Fortuné-Léraud de 1889. Donc 1889, donc c'est un très beau tableau. On voit bien la mise en scène de la structure métallique ici. Et puis ici, on voit une photo qui est presque identique dans son cadre au tableau précédent. Ici, c'est un marteau-pilon de 100 tonnes au Creusot, hein, qui est la construction de la photo est presque identique. Voilà, le même groupe, les mêmes hommes assis là. Et bien, cette photo, elle n'est pas de 1889, elle est de 1881, donc elle précède le tableau. Donc, le dialogue entre la photographie et la peinture n'est pas toujours dans le sens que l'on croit. Cette photographie, évidemment, va être utilisée pour décrire la puissance industrielle dès la fin du 19e et au début du 20e siècle, en mettant en évidence plusieurs dimensions. Première dimension, celle de la disproportion entre les hommes et les machines. Et ici, je crois que c'est évident pour tout le monde. Ce personnage semble minuscule à côté de cet énorme groupe électrique. C'est le groupe électrique du métro du quai de la Râpée en 1907. Voilà, donc on voit cette disproportion. Autre disproportion aussi, celle de ces ouvriers de l'usine Citroën en 1931. Pardon. On voit le poids des roues dentées qui sont monumentales. Et puis, on pourrait presque lire cette photo comme une métaphore d'une mâchoire ici qui va engloutir les hommes. Hein, avec voilà. Mais on voit bien la disproportion. On comprend aussi très bien en regardant cette photo que le photographe l'a prise selon un angle avec légèrement en contre-plongée, avec un axe qui accentue évidemment le sentiment d'écrasement. Hein. Autre manière de mettre en valeur la conquête industrielle, c'est de montrer des hommes absorbés par la machine, en quelque sorte engloutis
par la machine. Ici sont des ouvriers qui coulent le béton d'une immense canalisation entre les deux guerres. Donc on les voit à l'intérieur, en quelque sorte, de l'objet qu'ils produisent. Ici, on voit des hommes qui font un bateau. Les ouvriers construisent un bateau. Donc c'est un bateau, c'est le paquebot Lafayette, qui construit au chantier de Penwet en 1928. Donc c'est tout à fait impressionnant de voir ces différents niveaux, hein. Mais là encore, on a l'impression qu'ils construisent quelque chose autour d'eux qui les engloutit complètement. Et autre exemple encore d'engloutissement tout à fait impressionnant. Voilà, ces hommes qui sont dans une cuve qui va recevoir de l'acide sulfurique. Et pour isoler les parois de la corrosion de l'acide, on les recouvre de plomb. Donc on voit ici les rouleaux de plomb. Et donc, ils recouvrent la totalité de la paroi de rouleaux de plomb. Ça se passe en 1921. Mais on les voit là aussi à la fois disproportionnés et engloutis dans cet ensemble tout à fait inquiétant. Dernière dimension de cette expression de la puissance industrielle et qui va en quelque sorte jusqu'au bout, si on peut dire, c'est la réduction de l'humain à n'être plus qu'une trace sur les photos, à n'être plus qu'une ombre. On voit ce personnage ici en bas, il n'y a que lui, et tout le reste est pris par l'espace, par les machines. Donc ce qu'on peut remarquer au passage, c'est qu'on a un espace ici extrêmement dégagé, hein, qui permet des montages de machines très grandes, qui permet toutes les possibilités de réaménagement, hein. Autre exemple de disparition, si j'ose dire, cette photo-là, d'une usine en construction, où on a du mal à voir les personnages. En fait, on en a un ici un peu en contre-jour, on en a deux là, mais on voit bien que le cœur de la photo est autre chose. Et voilà, ils sont juste une petite trace, comme ceci aussi. Voilà, et ça, il s'agit ici d'une centrale électrique dans la Creuse, hein. Donc il y a un barrage et c'est la centrale du barrage, et on voit donc ce personnage ici qui apparaît à la fenêtre, enfin à la porte, et puis celui qui est là, mais enfin ils sont quand même tout petits, si j'ose dire, par rapport, voilà. Donc une glorification de l'industrie qui prend des dimensions très documentaires, et qui s'appuie sur la photo, et des photos très esthétiques, comme on l'a vu. La photographie va se lancer dans un projet ethnographique qui va consister à vraiment presque systématiquement, un peu dans l'esprit, mais évidemment c'est difficilement comparable, mais quand même, un peu dans l'esprit du début du 19e siècle avec les Français peints par eux-mêmes, par exemple, qui va se lancer dans un projet typologique, descriptif, classificatoire. Et on a retenu ici 6 thèmes qui illustrent ce souci typologique. D'abord, le geste et l'outil. Alors là, il s'agit de porteurs de farine au Grand Moulin de Paris entre les deux guerres. Ce qu'on peut remarquer ici, à la différence de ce qu'on a vu précédemment, c'est que d'abord, on voit le détail du geste, qui est tout à fait impressionnant. Voilà. On voit le détail des muscles, mais c'est pas ici, il ne s'agit pas de glorifier le mouvement, il s'agit de le décrire tout simplement. Et ce qui est différent des tableaux précédents, c'est que voilà, il n'y a pas de contexte. Ils sont totalement isolés, hein, un petit peu comme dans les photographies qu'on a vues précédemment, dans les gravures qu'on a vues, que Georges Vigarello a présentées. Là, ils sont totalement isolés. Alors, cette photo est intéressante parce que à la fois, les sacs ont l'air d'être lourds, et en même temps, voilà, ils portent ça avec une forme de... Voilà, le geste semble pas naturel, parce que c'est quand même la nuque assez penchée en avant, etc. Donc, c'est un geste qu'on pourrait longuement décrire, d'ailleurs. Autre domaine beaucoup photographié, celui de la mine. Donc là, on voit des mineurs qui, en fait, en réalité, font un trou pour mettre des charges de dynamite.
Donc ils ont un rôle très précis. Et on aura sur la mine un travail descriptif de chacun des métiers. Et ce travail sera fait en particulier par un photographe très important qui s'appelle François Collard, et qui publiera ces photographies dans 2 grands volumes très beaux, préfacés par Paul Valéry, qui s'appelle La France au travail, en 1932. Et La France au travail, c'est un reportage, en quelque sorte, sur tous les métiers français de l'époque. Et donc la mine est évidemment en bonne place. Elle commence même, le premier volume commence par la mine, ensuite le fer, etc. Autre exemple, ici, un mineur qui a un pic, et non pas un marteau-piqueur, il a encore un pic. On peut voir les sabots, quand même, travailler avec ses sabots. Ce qui est caractéristique ici, c'est que son mouvement semble arrêté. Et c'est précisément l'ambition de ces photographies. L'ambition de ces photographies, c'est une ambition mémorielle. Il faut arrêter, en quelque sorte, voilà, il faut illustrer un métier, et donc on arrête, on fait une pause, en quelque sorte, pour conserver en mémoire ce métier qui a disparu, évidemment. Il a disparu quand le marteau-piqueur a disparu, et a fortiori aujourd'hui, puisque la mine en France a disparu. Autre thématique dans ce travail ethnographique, tout ce qui relève des métiers risqués et de la mise en scène du risque. Donc cette photo très, très connue de Lewis Hines sur le chantier de l'Empire State Building en 1930. C'est donc dans le livre de Hines qui s'appelle Men at Work, qui est sorti en 1931. Donc on a ici la mise en scène d'une dextérité hors du commun. On connaît ces hommes qui construisaient les gratte-ciel. Une manière de déjouer le risque et une mise en scène de ça. Alors, on va le retrouver là, par exemple, dans cette photo aussi. Ah non, pardon, je suis allé trop vite. Non, je ne suis pas allé trop vite. Voilà. Dans cette photo, qui est aussi une photo de Hines sur l'Empire State Building. Alors, il y a quelque chose d'étrange dans cette photo. Alors, d'étrange, elle est très bien construite. Hein. On a toutes les verticales, là, et puis ces 2 parallèles. Elle est très, très bien construite. Mais il y a quelque chose d'ironique, presque, dans cette photo, qui est dû à l'indifférence de l'ouvrier au risque qu'il est en train de courir. Il est concentré sur un petit mouvement, là, il est en train de s'occuper de ses boulons, comme si l'environnement n'existait pas. Donc il y a une vraie mise en scène, en quelque sorte, par Hines, de la dextérité de ces ouvriers. Et on retrouve dans la gravure américaine de la même époque, qui est une gravure assez peu connue et qui est assez riche, des représentations identiques, comme par exemple celle-ci. Hein, il y a une esthétisation ici de la gravure entre les 2 guerres qui exploite à sa manière ces thématiques des photographes. Donc là, on a un dialogue assez inédit entre la photographie et la gravure. Ici, c'est une gravure de 1932 d'un certain Lozovic. Voilà. On en a d'autres. Et le corpus, si j'ose dire, est assez important de ces gravures. Une gravure de James Allen de 1932. Voilà. Autre dimension après celle du risque, c'est celle des postures qui sont décrites. Dans l'inventaire des formes du travail, on inventorie des types de métiers. On l'a vu avec les mineurs, mais à partir de photos posées, hein, où ce qu'on met en évidence, ce sont les vêtements, voilà, les chaussures ici, la pince, les gants, voilà, qui sont caractéristiques typiques d'un métier. Alors, celui-ci, en l'occurrence, c'était une photo de François Collard de 1932. Ici, ce monsieur, c'est un arracheur de creuset. En fait, avec sa pince, il prend le creuset dans lequel il y a le fer en fusion et il va vider ce creuset, ce fer, dans les lingotières. Donc, vous imaginez que quand il a au bout de sa pince un creuset rempli de fer en fusion, ça pèse lourd, etc. Bon, voilà, c'est dangereux. D'ailleurs, on voit
que son tablier est très abîmé, etc. Il y a des traces du travail, on n'a pas embelli. Hein, voilà. Idem ici avec cette photo d'un mineur qui a tout avec lui, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il a sa lampe, il a sa gourde, et il a ce qu'on appelle son briquet, c'est-à-dire son repas, son casse-croûte pour manger en bas. Et là, on le voit, il a plus de sabots, il a des chaussures spéciales. Mais voilà, c'est, on pourrait dire, le mineur typique. Autres mineurs qui sont probablement, c'est une photo, je n'ai pas daté, mais c'est une photo de l'entre-deux-guerres. C'est probablement des boiseurs, parce qu'ils ont une hache, donc c'est ceux qui font les soutènements en bois, et donc ils vont couper le bois pour l'adapter à l'endroit qu'il faut protéger. Autre figure, photo de François Collard, c'est celle ici du sidérurgiste qui surveille un four. Et dans cette typologie des postures, des métiers, il y a la volonté de montrer, puisque le travail de Collard était un travail qui était largement diffusé, il y a une volonté de montrer, en quelque sorte, de permettre aux gens d'identifier immédiatement le type de métier. Voilà. Et en même temps, derrière cette volonté de décrire le métier, il y a la volonté de décrire ce qu'est un ouvrier. Et donc, on a un type de posture ouvrière, si j'ose dire, sur lequel, qu'on trouve dans beaucoup de photographies. Et celle-ci est caractéristique. On le voit, il y a très souvent le menton un peu en avant, les yeux au loin, la photo prise de côté et la plupart du temps prise légèrement en contre-plongée. Hein, c'est l'ouvrier type. Et on retrouve ce type-là dans de nombreuses photographies, et évidemment, on la retrouve au cinéma à la même époque. Hein. Donc là, je ne fais pas de commentaires, c'est Jean Gabin. La photo est pas très, très nette, mais on voit très très bien. La même chose, les yeux au loin, sur le côté, le manteau en avant, hop, la contre-plongée, et on pourrait en donner d'autres exemples. Ce qu'on décrit là, c'est plus seulement un métier, c'est à travers le métier, l'ouvrier lui-même, le statut d'ouvrier. Voilà. Autre dimension, dans ce souci de classer, une classification en genre et en âge. Alors là, on a une photo qui est prise à Bruay-en-Artois en 1910, qui est une photo assez rare, puisque c'est une photo de femmes qui poussent des berlines, on appelle ça comme ça, de charbon, avec leurs sabots. Et c'est une photo relativement rare parce que donc les femmes ne descendent pas dans le fond de la mine, elles travaillent sur le carreau, comme on dit, en haut. Mais elles ne font pas ce type de travail principalement, elles en font un autre, on verra après. Mais cette photo indique quand même qu'elles faisaient du travail de force, hein, et elles ont longtemps fait du travail de force, et on le voit ici. Autre photo, celle de ces deux jeunes filles, qui sont des trieuses, prises par Collard en 1932. Alors justement, c'est la principale activité des femmes. Elles préparaient les lampes pour les hommes qui descendaient, mais surtout elles triaient le charbon en haut. Elles triaient le charbon des pierres, des scories, etc. Et elles sont, en général, là, elles se sont légèrement découvertes, mais normalement, elles ont que les yeux. Elles ont ce foulard remonte sur leur bouche et sur leur nez, parce qu'évidemment, trier le charbon, ça fait monter de la poussière. Et donc, elles sont complètement recouvertes. Et c'est le métier, c'est le travail réservé aux femmes dans la mine entre les deux guerres. On les appelle, dans certaines régions, mais dans le Nord, on les appelle les mahus. Voilà. Et quand on est un garçon, on est destiné à descendre. On a cette photo de jeunes garçons qu'on appelle des galibots, hein, qui sont... Voilà. Mais on le voit encore là, on les fait poser, etc. On a ce souci documentaire.
Donc, dans ce projet ethnographique, on a vu le geste et l'outil, on a vu le risque, la posture, la classification en genre et en âge. C'est un travail tout à fait considérable, hein. Il y a vraiment de nombreuses photographies qui ont pour objectif ce souci descriptif et ce souci mémoriel. Et en même temps, à travers ces photographies, émergent des évolutions du travail et des mouvements tout à fait, des mouvements différents. Quand on les suit chronologiquement, apparaissent des mouvements différents et des thématiques comme par exemple celle de la précision, où ici, la photographie... alors là, on a un homme courbé, on en a vu des hommes courbés précédemment, mais évidemment, ce n'est pas la même courbure. Ce qui est caractéristique ici, c'est que le mouvement du corps est entièrement orienté, déterminé par le mouvement de l'œil. Hein. C'est l'œil qui commande, d'une certaine manière. Donc on le voit très bien ici, chez ce régleur de chez Renault en 1934. Et là encore, hein, on a isolé l'individu de l'ensemble. Hein, voilà. La question de la précision et la question de l'œil, évidemment, dans cette photo est évidente, puisque là, on a un instrument dédié à l'œil. C'est une photo de 1922, voilà, une femme qui travaille dans l'optique. Mais d'une manière générale, cette attention, cet intérêt porté à la précision, à l'œil, témoigne aussi de l'émergence de nouveaux métiers, où ça n'est plus la force, le mouvement du corps qui va compter, mais la précision, et la précision partagée collectivement, comme par exemple ici, dans cette photographie de 1930 de techniciens du téléphone, qui essayent, les pauvres, de s'en sortir pour retrouver un fil. Voilà. Mais on voit bien que là, on a un travail collectif, une coopération, mais qui est une coopération qui n'est plus une coopération basée sur la force. Hein. On recherche un fil, comme cette dame qui recherche un fil aussi. Hein. Et cette dame c'est une photo de Willy Ronis, prise en 1950. Et cette femme est une éplucheuse visiteuse. C'est comme ça qu'on disait dans le textile. C'est-à-dire qu'elle a un compte-fil et elle a une pince et elle corrige les défauts du tissage. Hein. Mais on voit là encore, inutile d'insister, qu'on a un mouvement, voilà, de concentration et qui est en quelque sorte orienté par l'œil. Alors, évidemment, très tôt, le travail saisi par la photographie a donné lieu à une décomposition. On en a parlé, Georges Vigarello en a parlé dans les séances précédentes. Cette décomposition du mouvement et décomposition du mouvement des travailleurs, on la trouve déjà chez Marais, en tout cas dans le principe, et chez Muybridge dans le principe, mais elle va prendre une importance très grande aux États-Unis au début du siècle. Voilà, où on va utiliser un principe classique d'image par image, qui est un principe que les industriels utilisent pour organiser le travail et surtout pour gagner du temps. Et on le voit ici, les photos sont numérotées, chaque numéro est un moment en quelque sorte. On le voit mieux ici. Hein, où ce qui compte, évidemment, donc on ne voit pas la tête de la personne, hein, on est d'accord, que ici, le mouvement est rapporté au temps. Hein, c'est-à-dire que ici, ce que parcourt la main de cette femme, c'est une portion de temps. Et ici, on a un lien très, très précis, et s'il est précis, c'est parce qu'il est économique, entre le mouvement et le temps. Et évidemment, ceci a deux conséquences, au moins. C'est que, d'une part, un mouvement extrêmement découpé et rapporté au temps devient un mouvement normalisé, et on le voit ici. Toutes ces photos sont extraits d'un ouvrage de Barnes, qui est un ouvrage pour les industriels, hein, de 1937, destiné à l'organisation du travail, à une meilleure organisation du travail.
On le voit ici, donc on a un mouvement normalisé, hein, voilà, avec des coordonnées spatiales. Et puis, deuxième conséquence, c'est que si on décompose le mouvement au maximum et si on le normalise au maximum, il devient totalement abstrait. Voilà, donc on a des mouvements qui sont complètement abstraits, épurés, on n'a plus besoin d'individus, puisque ce qui compte, ce sont les coordonnées, en quelque sorte. Alors, dernier point, la peinture du XXe siècle offre évidemment une traduction de cette image de l'homme au travail, mais dans des termes qui sont évidemment très différents de ce qu'on a vu jusqu'à présent, des termes qui sont réinventés par rapport à la tradition. Dans cette réinvention, évidemment, l'abstraction va dominer. On le voit ici, par exemple, dans ce tableau de Malevich de 1912, Le bûcheron, où ce qu'on voit, c'est d'une certaine manière un homme-machine, même si sa tâche est une tâche assez traditionnelle, celle du bûcheron. C'est un homme-machine qui est fait de pièces standardisées et des pièces qui semblent être produites en série. Donc il y a une géométrisation du geste ici, qu'on retrouve toujours dans la gravure américaine de l'entre-deux-guerres, qui mérite d'être découverte pour ceux qui ne la connaissent pas. Ici, dans une gravure d'un peintre qui s'appelle Gross Bettelein, de 1940, où on voit que les ouvrières, ici, qui fabriquent des obus, finissent par se fondre avec ce qu'elles fabriquent elles-mêmes. Donc les formes sont fondues, en quelque sorte, les unes dans les autres. C'est une expression très différente de la puissance industrielle que la glorification qu'on a vue précédemment. Il y a évidemment une critique sociale très forte derrière derrière ce tableau-là, hein, évidemment. Mais pas seulement. Il y a aussi une esthétisation. Voilà une autre gravure d'un certain Letterio Calapaille, entre les deux guerres aussi, qui illustre de manière moins dramatique aussi ces différentes phases d'une production. Hein, on voit différents moments, etc., avec quand même un langage qu'on a déjà vu, hein, la roue centrale. Alors le tableau est bien équilibré, évidemment, la roue centrale, l'effort des hommes, hein, l'insistance sur les muscles, là, quelques hommes torse nu, enfin bon, voilà, des postures, voilà. Il y a une volonté évidemment d'esthétisation, voilà, et qui fabrique ou qui se réfère à un vocabulaire qu'on retrouve ailleurs, et en particulier qu'on retrouve dans l'iconographie soviétique, où il s'agit là de montrer, voilà, de glorifier l'ouvrier et son geste. Alors, ce qu'on peut remarquer sur ce tableau, enfin cette affiche, et qu'on retrouve dans toutes les affiches soviétiques, ce qui n'est pas le cas des affiches nazies ou des représentations nazies, c'est que ici on a une femme. On a souvent une femme dans les... on met souvent à égalité les hommes et les femmes parce que ce qu'on glorifie, c'est l'ouvrier en général, l'ouvrier universel. Hein, et donc tout le monde participe à l'édification du socialisme. Hein, voilà. La porosité entre le devant, le derrière qu'on vient de voir, entre le geste, le fond du tableau et le devant, on le retrouve évidemment dans les tableaux de Fernand Léger, qui sont très connus, celui-ci de 1951, où on voit bien là, on voit bien une espèce de porosité, de fondu entre le geste et l'outil, entre le geste et puis la structure métallique. On n'est plus du tout dans les photos de Himes, on n'est pas non plus dans les gravures de l'entre-deux-guerres américaine. Et puis là encore, évidemment, une fois dans ce Fernand Léger qui est antérieur, hein, qui est de 1920, mais qui reprend des types, hein, qui reprend un vocabulaire, celui évidemment, voilà, du tatouage, du muscle, voilà, et du regard de côté, du menton, des yeux vers le loin, alors je ne sais pas si chez Fernand Léger il y a ça, mais enfin on retrouve ce vocabulaire. Et pour conclure, une dernière photo très contemporaine, une photo de Cécile Dejean, une photo de 2012, voilà, qui souligne la prééminence de l'œil, de l'attention, et en même temps qui
qui est une photo dans laquelle on a une indécision sur les limites du corps humain. Où commence-t-il et où est-ce qu'il se transforme en machine, ou bien est-ce que c'est la machine là qui vient observer l'homme, ou c'est l'homme qui observe la machine, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, nous allons conclure et je vais laisser la parole à Georges Vigarello pour la conclusion. Ton document. Ah oui. Alors, quelle conclusion proposer? Évidemment, nous aurions pu choisir d'autres thèmes concernant le mouvement pour en donner un exemple d'évolution dans le temps. Nous aurions pu choisir le sport, nous aurions pu choisir la danse, mais c'est cet exemple que nous avons choisi dans la mesure où il nous a semblé qu'il traduisait un univers. Alors, dans la conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est au moins 4 choses. D'une part, on voit bien que dans la manière de représenter le mouvement, l'ère industrielle a joué un rôle majeur et qu'elle a constitué incontestablement une rupture. On n'aurait jamais pu imaginer les représentations de Fernand Léger que nous avons entrevues tout à l'heure. On n'aurait jamais pu imaginer ce type de représentation auparavant, bien entendu. De même, Malevich n'aurait pas pu être pensé avant l'apparition de l'ère industrielle. La deuxième remarque qu'il faut faire, toujours pour dépasser la question du geste au sens étroit du terme et pour montrer que le geste ne peut se penser que dans un milieu et dans un contexte, la deuxième remarque qu'il faut faire, c'est que nous avons vu que ce geste, dans la situation de travail, en particulier à partir du XIXe siècle, peut aussi bien, selon les acteurs qui le représentent, être mis en scène comme un geste dominé, aussi bien que mis en scène comme étant un geste glorifié, dans la mesure où ce ne sont pas forcément les mêmes parties qui le mettent en scène, et dans la mesure où c'est vrai que ce geste est au cœur, finalement, d'un conflit social, culturel, voire économique. Et c'est cela que la mise en scène représente, bien sûr. Je pense que nous l'avons montré. La troisième remarque qu'il faut faire, c'est que le travail, dans la mesure où il est incontestablement un lieu d'engagement fort de l'existence, de la vie, de son effervescence, de sa souffrance, et inévitablement, à partir du moment où la société est fortement organisée, inévitablement le jeu de l'objet d'un enjeu documentaire. On le voit à travers la préoccupation des Français peints par eux-mêmes au XIXe siècle, et on le voit ensuite régulièrement, aussi bien à la fin du XIXe que au XXe siècle avec la photographie. Et cet enjeu documentaire, je trouve, est vraiment passionnant parce qu'il met en correspondance aussi bien la peinture que la photographie, et il met en correspondance ces deux pratiques de l'art visuel, il les met en correspondance en classifiant ce qu'a montré Thierry Pillon, je trouve, de façon très claire tout à l'heure, en classifiant des situations différentes, la différence en quelque sorte entre l'individu et la machine, l'individu devenu ombre, l'individu mangé, dévoré par la machine. Donc le projet documentaire est de ce point de vue, à mes yeux, en tant que projet visuel, extrêmement intéressant, sinon passionnant. Et enfin, dernier point, inévitablement, le travail provoque en quelque sorte la réflexion esthétique, et je trouve que la réflexion esthétique y a répondu d'une manière particulièrement originale au XXe siècle. Il est clair, maintenant, ce sera mon dernier point, il est clair que dans la dernière séance, c'est-à-dire lundi prochain, l'objet ce sera de montrer comment, plus largement, le XXe siècle se confronte non seulement à la question du travail, mais à la question du mouvement, et comment diverses orientations artistiques, le futurisme, l'abstraction, diverses orientations picturales ont répondu à la question majeure, à mes yeux, que pose la question du mouvement. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, alors on vous écoute, on vous écoute. Bien sûr, nous avons toute la patience voulue. Je peux parler sans micro. Non, non, mais je... Ah, merci. Bonsoir. Alors, j'ai deux questions. Une, en ce qui concerne la peinture, et une, évidemment, puisque je suis photographe, en ce qui concerne la photographie. Alors, la première, c'est la peinture.
Je voudrais avoir votre avis sur que vous n'avez pas mentionné, sur le tableau de Velázquez sur les fileuses. Est-ce que vous le considérez comme un tableau sur le travail? Sur le coup, là, comme ça ne me vient pas à l'esprit, mais c'est évident de toute façon que les peintres du XVIIe, et Velázquez en est un, ont représenté des situations de travail. C'est tout à fait clair. Voilà. C'est tout à fait clair. Mais bon, moi, je ne me suis pas attardé. Alors, c'était en quelque sorte l'objet de mon propos. Mais je ne me suis pas attardé sur la manière dont les peintres classiques ont représenté les situations de travail, dans la mesure où il me semble que j'en avais dit un mot, et un mot assez développé dans la première séance. C'est pour ça que je ne me suis pas attardé sur l'objet. J'ai eu le sentiment, au contraire, que ce qui devenait intéressant, c'était d'une part le fait que, dans l'histoire du travail, les grands travaux étaient un moment important, d'autant plus important qu'ils conduisaient à avoir une vision nouvelle de l'espace, conduisant aussi à avoir une vision nouvelle des mouvements et en même temps une amorce de relative disparition des acteurs. C'est en ça que, personnellement, j'ai essayé d'introduire la représentation du travail dans l'histoire, ce qu'a poursuivi ensuite Thierry. Mais c'est vrai que il ne m'est pas semblé important, il ne m'a pas paru important de souligner fortement la représentation du travail dans la peinture classique, si vous voulez. Parce que j'en avais parlé. Parce que j'en avais parlé. D'accord. La question, c'est qu'au départ, on fait des photographies à la chambre, et puis après, on passe évidemment avec des appareils beaucoup plus légers qui permettent aux photographes beaucoup plus d'initiatives personnelles. Mais avec des chambres, il n'y a aucune initiative personnelle. Donc je voulais savoir dans quelles conditions les photographies avaient été réalisées. Voilà. Eh bien, écoutez, alors, bon, les photographes... J'ai pas présenté ici de photographies vraiment plus anciennes du 19e, effectivement, parce qu'elles sont toutes, par définition, parce que, en raison de la technique, elles sont toutes posées. Parce que si les gens bougent, ça fait un flou. Donc elles sont toutes un peu sur le même modèle, posées, c'est-à-dire vous avez un groupe dans une usine, et puis voilà, c'est comme une photo de mariage. Et les photos de François Collard, mais il y a aussi beaucoup de photographes de la mine qui font des photos qui sont aussi des photos posées, et souvent assez longs, mais on le voit dans ce qu'on a montré, qui sont des photos posées assez longtemps, parce que l'éclairage dans la mine est très compliqué à faire. Et par exemple, la photo où on voit les boiseurs, là, les types qui sont accroupis avec leur hache, c'est des photos qui vont demander un temps de pause très long, des éclairages très importants. Les premières photos au fond de la mine que je connaisse, voilà, sont de 1902. Voilà. Après, il est vrai que les industriels ont demandé à des photographes, comme ils avaient demandé à des peintres au 19e siècle, ils ont demandé à des photographes, et des photographes qui vont devenir très célèbres ensuite, par exemple Doisneau. Doisneau a beaucoup photographié Renault, les usines Renault. Ça fait partie, ils vivaient de ça à un moment donné d'ailleurs. Et donc, oui, bon, c'est des photos qui sont, d'une certaine manière, elles ne sont pas entièrement mises en scène, mais elles sont, comme vous dites, oui, elles ont pour objectif de glorifier le travail, de montrer l'immensité des machines, de montrer que la France possède de très grandes machines, hein, et elles ont un souci documentaire, mais du coup, quand on les met en série, en les comparant, on voit émerger des formes de travail différentes. Hein. C'est par exemple la question de la précision, etc., etc. Bon. Donc oui, l'origine des photos, souvent, sont des photos commandées, la plupart du temps. C'est pas des reportages comme ça. Je m'étonne de ne pas avoir vu de travail à la chaîne. Cela d'autant plus que ça introduit une nouvelle forme de geste qui est le geste répétitif et toujours le même. Or, on en a énormément, que ce soit les chaînes de Citroën ou les photos de Doisneau. Oui, alors si j'ai pas montré des photos de chaînes de montage, c'est parce qu'en fait on se rend pas très bien compte de la répétitivité, comme vous dites effectivement, du geste. On se rend mieux compte de la répétitivité quand on voit les photos de Barnes là, en réalité. En fait, c'est les photos parce qu'en fait les photos de Barnes sont des outils. Qui seront utilisés par les industriels pour optimiser le mouvement sur les chaînes de montage. Et donc, je trouvais que c'était plus frappant de montrer cette décomposition, disons, expérimentale, que de la montrer sur la chaîne où, effectivement, comme c'est un mouvement arrêté, on voit simplement des gens qui... Voilà, mais on voit pas la répétitivité. Mais vous avez raison, oui. Avec le temps, qui est du pur taylorisme,
Et du coup, on ne voyait pas le stade suivant qui était le travail à la chaîne. Oui, tout à fait. Mais c'est lié, en effet. Oui. Vous rattacheriez l'œuvre de Fernand Léger plutôt à la critique sociale ou plutôt à la glorification du travail? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Sans dire de bêtises, je veux dire. Je ne sais pas. Les deux, j'allais dire. Oui, c'est ça. Moi je les dirais deux. qu'il y a les deux. Je dirais qu'il y a les deux. Tu as très bien montré qu'à la fois, il y a quelque chose qui est d'ordre de la fierté ouvrière dans la manière dont l'homme du métal est traduit. Et en même temps, on connaît bien les appartenances de Fernand Léger à certains partis politiques, je dis ça le plus simplement du monde, et donc il est quand même du côté de la souffrance ouvrière, c'est clair. Mais en même temps, dans cette souffrance, il y a une façon de faire émerger quelque chose qui est de l'ordre de l'assurance et de la fierté. Les photos, les images issues du Parti communiste dans les années 50, et en particulier à travers les affiches, sont toujours sur les deux registres. Ben oui. Et c'est un vocabulaire très bien décrit. On retrouve le vocabulaire qu'on a vu, disons, qui est synthétisé par Gabin, toujours cette espèce de fierté, et en même temps des stigmates du travail aussi. Et avec on aurait pu le montrer là, mais ça nous entraînait beaucoup trop loin, avec la répétition de certains schèmes comme ça, les mains toujours, les avant-bras toujours. Sur les affiches du Parti communiste ou de la CGT des années 50, par exemple, on voit toujours des avant-bras, on voit toujours des mains. Les mains sont souvent posées sur un outil ou les mains sont souvent posées sur une machine. Et c'est vraiment un vocabulaire qui est très, très récurrent, très répétitif, qu'on retrouve tout le temps. Et donc, on a ça aussi chez Fernand Léger. Donc, c'est la double lecture. C'est-à-dire, c'est une lecture, effectivement, de l'effort et de la fatigue entraînée par l'effort et en même temps, de la fierté d'appartenance au groupe. Que vous me rappeliez le titre du livre de Barnes. Alors, la photo que vous avez montrée. C'est une bonne question parce qu'en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que je m'étais trompé, que j'avais mis Motion Study. Mais Motion Study, c'est pas un livre de Barnes, mais je n'ai plus le titre du livre de Barnes. Je l'ai pas, mais dans mon souvenir, en plus, c'est un livre que je connais bien, et dans mon souvenir, j'ai le sentiment qu'il est traduit. Il n'est pas traduit. C'est un livre très intéressant parce qu'il paraît aux États-Unis en 1937. Oui. Ensuite, il est réédité tous les ans. Il est traduit en France très tôt. Enfin, il doit être traduit en 39, un truc comme ça. Avec de très belles photos, d'ailleurs, qui sont très bien représentées dans les images. Oui. Et c'est un livre qui a pour ambition... Alors, effectivement, c'est une très bonne question, mais je me suis rendu compte de ça tout à l'heure, donc je suis désolé. Mais c'est un livre qui a pour ambition de donner des outils complets pour organiser le travail. À la fois l'espace, à la fois le temps, à la fois les gestes, à la fois les outils. Donc c'est vraiment un livre, disons, qui synthétise de manière, entre guillemets, scientifique, en utilisant les outils modernes. Parce que dans le livre de Barnes, il y a des extraits il y a des photos prises de films, puisqu'on utilise beaucoup le film. C'est un livre qui synthétise, disons, la pensée rationalisatrice du travail de l'entre-deux-guerres. Et c'est pas Taylor, parce que Taylor c'est beaucoup plus grossier que ça. Taylor c'est extrêmement grossier. Et c'est pas non plus Ford, parce que l'objectif ici c'est pas de décrire un système de production qui serait par exemple la chaîne, c'est de décrire des principes de rationalisation de tout travail possible. Et c'est pour ça que je vous ai montré un schéma. Les petits dessins schématisés, il s'agit de quelqu'un qui balaye. Donc il n'y a plus de travail qui puisse échapper, il n'y a plus d'activité qui puisse échapper à la rationalisation. Ça ne vous donne pas le titre du livre de Barnes, mais bon. Mais moi aussi je l'ai oublié. Est-ce que c'est le même Barnes qui s'est intéressé à la morphologie ? À la morphologie, qui a écrit des livres de morpho ? Alors, c'est-à-dire que dans le livre de Barnes, vous avez des éléments d'ergonomie, c'est-à-dire d'adaptation des postes à la taille des gens, etc. Effectivement, il y a par exemple toute une description de l'optimisation du meuble, de la secrétaire, par la hauteur de ses mains, de la hauteur de ses jambes, etc.
Dans le dessin où on voit un bras comme ça, là, en fait, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il donne des moyens de calculer la longueur moyenne des bras. Et à partir de là, on peut du coup dessiner une table dont la surface sera atteinte par tout bras moyen. Voilà. Mais absolument, oui. Donc j'aurais voulu avoir des précisions sur le rapport qu'il peut y avoir entre l'impressionnisme et la photographie, notamment en ce qui concerne la réflexion autour de la lumière. Tu peux dire quelque chose ? Là, moi, je ne peux pas dire quelque chose. Mais écoutez, ce qu'on voit, moi je me lance comme ça, hein, je ne suis pas spécialiste de la photographie, mais je me lance. Mais ce qu'on voit quand même dans la manière dont les photographies sont représentées, dans ce que nous avons entendu tout à l'heure, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un travail considérable sur la façon dont le rapport entre ombre et lumière est mis en scène. Ces représentations, par exemple, de grands ensembles, vous voyez la lumière qui est au sommet de l'usine, et au contraire, en bas, vous avez des gens qui sont un peu écrasés par l'espace. C'est bien un travail qui met, je dirais, en rapport ombre et lumière, avec la glorification de l'usine qui est la lumière, et quand même un relatif écrasement de l'individu qui se trouve dans l'ombre. Donc il y a bien un travail sur la lumière, indiscutablement, de la part des photographes. C'est tout à fait clair, à mes yeux. Bon, merci beaucoup. Peut-être on va garder vos questions pour lundi prochain. Et merci beaucoup à tous les deux.